ma présentation est différente de ce qu'on entend ici la plupart du temps, c'est-à-dire qu'elle ne porte pas tant en soi sur des technologies ou sur des pratiques, sur la connaissance, mais sur la manière d'amener la connaissance et les technologies aux producteurs agricoles. J'ai intitulé ma présentation « Transfert de connaissances et de technologies de nature publique en agriculture et agroalimentaire, concepts et études de cas ». Alors, les objectifs, en quelques mots, premièrement, d'introduire certains concepts relatifs au transfert de connaissances et de technologies. Il y a des choses qui se sont inversées. Présenter deux exemples d'approches de transfert appliqués à des pratiques de gestion bénéfique, mais avant ça, présenter la problématique du transfert pour les connaissances et technologies de nature publique. Au fur et à mesure, on va clarifier toutes ces choses-là, qui sont un peu, qui peuvent sembler un peu théoriques au départ. Dans un premier temps, on dirait que l'amélioration de la résilience économique et environnementale de l'agriculture repose sur des changements qui doivent être faits dans les pratiques de gestion, des élevages, des terres et des cultures. Alors, pour le ministère, le transfert des connaissances et des technologies compte parmi les mécanismes qui supportent ces changements dans le but d'augmenter les bénéfices privés et publics. D'abord, je vais vous parler de la différence qui existe entre les connaissances qu'on dit explicites et les connaissances tacites. Comme je le mentionnais tantôt, il y a plusieurs points qui sont un peu conceptuels, mais je crois que ça va être utile en même temps pour pouvoir élargir la sphère de ce qu'on peut appeler les connaissances qui sont à transférer. Lorsqu'on parle de connaissances explicites, les connaissances explicites, il s'agit des connaissances qu'on peut transférer à l'aide de méthodes qui sont formelles, qui sont systématiques. Lorsqu'on parle d'articles, de revues, par exemple, articles de revues scientifiques, des manuels, des plans, par exemple, surtout chez les ingénieurs, des logiciels, des brevets, et ainsi de suite. Alors, les connaissances pour lesquelles il est possible de les rassembler et de les exprimer facilement, ces connaissances-là, on les appelle des connaissances explicites. Mais les chercheurs possèdent aussi, pas juste les chercheurs, tout le monde en fait, possède une connaissance tacite. Là, on parle davantage du savoir-faire. C'est moins de la science en soi, mais c'est plus souvent l'expérience qu'on a acquis, notre savoir-faire qu'on a acquis, qu'on appelle la connaissance tacite. Cette connaissance-là, c'est pas elle qu'on va voir dans un premier temps dans un contexte scientifique comme le nôtre. On va présenter plutôt nos résultats, nos données, nos résultats de nos analyses scientifiques. Quand il s'agit de connaissances tacites, il faut aller fouiller un peu plus dans la tête des gens, bien souvent. Pour pouvoir extraire des choses, des fois qui sont de portée pratique, une expérience qu'une personne a eue, qui n'aurait pas d'intérêt dans un article, mais qui, de façon très pratique, pour un agriculteur, pour un conseiller, ou pour un autre chercheur, peut être utile. Alors, quand on parle de transfert de connaissances, il y a les deux dimensions qui doivent être considérées, qui sont utiles pour les utilisateurs de connaissances. Je vais parler un peu du bureau de transfert de connaissances et des technologies qui a été mis en place en 2012, lorsque la Direction générale des sciences et technologies a été mise en place. Le mandat du bureau de transfert de connaissances, c'est un mandat de transfert de connaissances et de solutions technologiques, on dit de nature publique. Je vais préciser tantôt ce que c'est. Alors, la stratégie de transfert du bureau de transfert de connaissances a trois grands axes. Un qui est l'approche client, le second qui est des projets de transfert qu'on avait appelé à l'époque la grande visibilité et toute une dimension de collaboration. Alors, dans le processus qu'on rencontre dans le bureau de transfert au fil des ans, tout d'abord, on cherche à faire l'adéquation entre l'offre en connaissances et technologies d'AAC. Donc, qu'est-ce qu'on a à offrir ici, comme chez les chercheurs, chez les professionnels, chez les techniciens? Et puis, pouvoir comparer faire l'adéquation, donc s'assurer que les savoirs que l'on développe
ça répond à des besoins chez les utilisateurs de connaissances. Ça implique donc de savoir aussi ce que veulent les utilisateurs de connaissances. L'autre point dans l'approche client, c'est de développer des indicateurs et autres outils d'évaluation de l'efficacité de transfert. Tantôt, je vais préciser pourquoi. Communiquer la stratégie. Dans les projets à grande visibilité, on parlait d'inventorier et analyser les connaissances et les technologies de la direction générale qui sont sujettes au transfert. Ensuite, de développer et d'exécuter des projets de transfert de connaissances. Et toute la dimension de collaboration, les trois aspects, se concerter avec les autres bureaux. Il existe un réseau avec les autres bureaux de transfert de connaissances sur les aspects stratégiques et opérationnels. On a environ une rencontre par mois. Collaborer avec le comité de gestion régionale du Québec, du travail qui se fait, entre autres, en ce qui concerne l'innovation, les communications relatives à l'innovation, un exercice qui se fait conjointement. Et enfin, se réseauter avec d'autres organisations de transfert externes. On pense entre autres au Centre de référence en agriculture et l'agroalimentaire du Québec. Alors, qu'est-ce qu'on entend par connaissance de nature publique? D'abord dire ce que ce n'est pas. Ce ne sont pas les inventions, les obtentions végétales qui peuvent être commercialisées par l'industrie. Tout ce qui est commercialisable relève du BPIC. Le BPIC, c'est le Bureau de la propriété intellectuelle et de la commercialisation. Et notre collègue Daniel travaille au BPIC, avec Claude Lapierre qui travaille au BPIC par Marc. J'oublie le nom de famille. Alors, les connaissances de nature publique sont davantage et savoirs dont l'adoption nécessite une modification dans les pratiques agricoles et dans le comportement des producteurs. Et l'autre aspect, ce sont des technologies et des outils dont le transfert ne peut pas se faire par l'industrie car ils ne présentent pas un intérêt commercial. Ce ne sont pas des pratiques qui peuvent être commercialisées comme un logiciel, comme une machine, mais c'est davantage, par exemple, une pratique, une amélioration d'une pratique. Alors, quand c'est non commercialisable, et puis ça demande des changements de comportement, ça tombe dans la cour du bureau de transfert. Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par transfert? Le transfert de technologie a été défini comme étant le mouvement de la technologie et du savoir-faire technologique, connaissance, entre les partenaires. Donc, d'une organisation à une autre, par exemple. Le transfert technologique concerne aussi les relations et la collaboration. Donc, c'est pas seulement concerne aussi, mais concerne principalement des relations et la collaboration entre des individus et des groupes d'industrie, gouvernement, milieu académique, qui ont différents intérêts, qui ont différents objectifs. Donc, parfois, je le dis, lorsqu'on a des visites de sous-ministres ou de directeurs généraux ici, lorsqu'on me demande où est mon laboratoire, moi je réponds tout le temps, je n'ai pas de laboratoire ici. Mon laboratoire, ce sont les personnes qui sont dans des organisations agricoles, par exemple. Alors, on a parlé de transfert, de connaissance, d'innovation, un autre terme qui se rajoute à la panoplie. Souvent, on dit que la recherche et le développement va prendre des ressources financières et d'autres ressources et va les transformer en technologie, en savoir. Alors, lorsqu'on parle d'innovation, on se rapproche davantage des utilisateurs. Dans l'innovation, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les technologies, les connaissances qui ont été développées et on les amène chez les utilisateurs. En d'autres mots, elles sont transformées en argent. Je me reprends pour que ça soit plus clair. La recherche transforme l'argent en connaissances, en technologie. L'innovation prend les connaissances et technologies des chercheurs et la transforme en argent en les faisant adopter par les utilisateurs, les producteurs agricoles. Lorsqu'il est question de transfert, ça concerne cette dimension-là d'échange à partir de la science aux utilisateurs au champ. La dernière partie, on est beaucoup dans le domaine privé de la commercialisation chez les producteurs agricoles. Alors, quels sont les outils qu'on peut utiliser pour le transfert de connaissances et de technologies? En fait, il y en a une multitude.
celle qui est bien reconnue, bien implantée, de la propriété intellectuelle et la commercialisation. Les grappes technologiques sont un outil, sont aussi des outils de transfert de connaissances dans la mesure où les chercheurs travaillent en plus étroite collaboration avec l'industrie. Il y a des plateformes d'innovation, de démonstration. Il y a toute une approche que l'on appelle d'innovation ouverte, sur laquelle je vais revenir tantôt. Il y a d'autres techniques, lentilles d'innovation. Ensuite, on peut utiliser la gestion, modélisation de la connaissance et les outils de diffusion. J'ai mis en dernier parce que là, ça nous ouvre sur tout un ensemble d'autres outils. Lorsqu'il est question d'outils de diffusion, je ne passerai pas à travers l'ensemble. Alors, le transfert, ce n'est pas de la diffusion, ce n'est pas premièrement de la communication. La communication, la diffusion, c'est un outil qui sert au transfert. Je vais vous parler maintenant du cycle de vie technologique, celui qui est le plus souvent représenté dans la littérature, dans le domaine de l'innovation. C'est le cycle aussi qui est utilisé essentiellement à Culture Canada, je vais le montrer tantôt. Dans ce cycle-là, ici, ce qu'on a de représenté, ce sont à gauche les dollars, les investissements qui sont requis, et à droite, à l'horizontale, c'est le temps. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a alors, il y a les trois premières parties du graphique, ça concerne la recherche de base, qu'on appelle la Culture Canada, la recherche appliquée, le développement et la mise à l'échelle. Puis ensuite, la dernière section concerne la commercialisation ou le transfert. On voit que l'effort qui est requis en investissement durant tout le cycle technologique, bon, au début, il y a la recherche de base qui est faite, il arrive un moment donné où la recherche appliquée demande beaucoup plus d'investissement et éventuellement, ce sont les capitaux de risque qui doivent venir, des investissements qui doivent venir pour faire en sorte que les technologies se rendent chez les utilisateurs. J'ai mis en bas ici le continuum d'innovation de AC, celui qu'on voit le plus souvent lorsqu'il est question d'innovation agriculture et agroalimentaire Canada. Alors, on parle dans notre cas d'étape de la découverte, de la commercialisation, etc. Et ensuite, à la fin de l'étape de la commercialisation. Lorsqu'on réfère à ce genre de modèle d'innovation, on parle de modèle linéaire de l'innovation. Ce sont des modèles qui sont utilisés depuis plusieurs années, en fait, par les économistes en particulier. Comme on le voit, c'est une représentation très simple qui provient d'un document des années 80. Il n'y a pas si longtemps quand même. Recherche, développement, implantation, à la fin, de l'efficacité qui a été évaluée ici. Alors, les modèles linéaires représentent l'innovation, mais d'un point de vue de la technologie. Si on prend la technologie, on développe une technologie, et puis ensuite, on la livre en bout de processus. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon, l'innovation qui est poussée par la technologie. C'est lorsque le processus part de l'invention pour aller vers le marché. À ce moment-là, vous avez peut-être entendu des expressions technology push ou techno-push. La technologie est poussée, on la pousse pour la faire adopter, la développer, l'adopter. Alors, en bout de processus, le point critique, c'est de trouver des applications pertinentes, de développer quelque chose, et à la fin, on se dit, bon, est-ce qu'il y a des acheteurs pour notre technologie, pour notre nouvelle variété, par exemple, de luzerne, et ainsi de suite. Vous les deux de cette façon-là. Toute ressemblance entre le personnage et moi est fortuite. OK? Moi, je compare un peu la technologie push à l'idée de pousser une corde. Alors, on a notre monsieur ici qui essaie de pousser de la corde, mais ça ne pousse pas bien une corde. Alors, le grand sage du transfert lui dit qu'est-ce que tu dirais de tirer sur la corde à la place? Ce qui nous amène à des modèles de transfert qui ne sont pas linéaires, mais qui sont le plus souvent cycliques, qui vont intégrer à la fois plus ou moins tout ici, l'identification
ici, il faut partir du bas de l'image. Il faut partir de l'identification des problèmes. Et tout le cycle nous amène, comme vous voyez à partir de là à gauche, à adapter la connaissance au contexte local, évaluer les barrières, les contraintes à l'utilisation de la connaissance. Ensuite, sélectionner et adapter, adapter, on s'est adapté le meilleur mot pour dire là, l'implantation en fonction du contexte. Ensuite, évaluer, faire un suivi, évaluer les résultats, et ensuite le cycle reprend. Alors, au centre, on pourrait, je pense qu'ici, on peut ramener ça à notre modèle linéaire de tantôt. On a la création de la connaissance et ainsi de suite. On arrive à certains produits, mais ces produits-là doivent entrer dans un cycle qui n'est plus linéaire, mais qui demande d'être expérimenté, d'être adapté aux utilisateurs, éventuellement d'être évalué, ensuite apporter de nouveau des modifications. L'innovation qui est tirée par le marché, c'est un peu celle-là. C'est les innovations qui partent des besoins des clients ou utilisateurs de la technologie au lieu de partir de la technologie qu'on veut amener, qu'on veut vendre dans l'entreprise. On parle alors d'innovation market pull ou demande pull. C'est tiré par le marché, la demande. Alors le problème n'est plus de trouver des applications à l'innovation, mais c'est de s'assurer qu'elle doit répondre aux besoins des utilisateurs. Pour faire ça, on doit d'abord connaître les utilisateurs, identifier leurs besoins, partant de là, établir qu'est-ce que l'on veut, quelles connaissances on doit acquérir, quels outils on doit développer. Maintenant, on se rapproche un peu plus du terrain et de l'intérêt des gens qu'on retrouve dans le domaine dans le centre de recherche ici, dans la pratique chez les scientifiques en agriculture. On parle du transfert de pratiques de gestion bénéfique. Alors ça, vous les connaissez, je vais passer rapidement. Ce sont des pratiques qui visent à préserver la santé et la viabilité des ressources, la viabilité économique et environnementale de la production, chez le producteur aussi, et de réduire les risques pour l'environnement. Alors, quelques difficultés qui se posent en ce qui concerne le transfert de connaissances sur les pratiques de gestion bénéfique. Du point de vue du transfert de connaissances et de technologies, comme vous le savez, il existe plusieurs productions. Il y a plusieurs, dans chaque production, il y a plusieurs formes aussi. Bon, on parle des élevages, on parle des productions végétales. La production végétale, il y a tout un ensemble. Dans chaque cas, il y a beaucoup de pratiques de gestion bénéfique qui sont différentes. Plusieurs scientifiques travaillent sur les plusieurs productions et sur tout l'ensemble des productions des pratiques de gestion bénéfique. Plusieurs centres de recherche. Le Canada est grand aussi. On a des outils à transférer, mais pas tant que ça. Lorsqu'on fait le tour des outils qui sont à transférer, on arrive à un certain nombre. Mais on a souvent beaucoup de connaissances, comme je l'ai mentionné au début, des connaissances qui sont explicites, mais aussi des connaissances tacites. C'est notre expérience. Dans le cas des pratiques, des connaissances sur des pratiques existantes, par exemple, rotation de culture de couverture, ben, dans ces cas-là, Agriculture Canada n'a pas de propriété intellectuelle sur la technique ou sur la pratique. Bien souvent, ça n'a pas été développé par même des chercheurs, mais ça a été fait par des producteurs, par des conseillers agricoles. Ensuite, on s'y intéresse, on cherche à comprendre et à les caractériser. Alors, c'est une difficulté le fait que ce qu'on veut transférer ne nous appartient pas nécessairement en soi, parce que ce sont des pratiques qui existent. Puis ensuite, en ce qui concerne l'efficacité, comme on poursuit une préservation de la santé, de la viabilité des écosystèmes, si on implante seulement une pratique, on ne verra pas, sinon très peu de résultats. Lorsqu'on aborde les besoins des usagers en matière de pratiques de gestion bénéfique, il faudrait être en mesure d'en implanter plusieurs et éventuellement de pouvoir voir des résultats. Ensuite, il y a aussi toute la question de la problématique de l'échelle. On travaille en recherche sur des parcelles. Le producteur est à l'échelle du champ, plusieurs champs dans l'entreprise. Et lorsqu'il est question de résilience environnementale, ça nous amène à une autre échelle qui est celle de l'écosystème. Enfin,
l'importance des facteurs humains et des facteurs économiques qui doivent être tenus en compte lorsqu'on fait le transfert de connaissances technologiques. En ce qui concerne les comportements humains, c'est un graphique qui est assez général, qui avait été fait dans un contexte qui est non agricole, mais qui donne une idée tout de même des comportements des utilisateurs. Les utilisateurs, lorsqu'on cherche à leur amener une technologie ou une pratique. Ici, on parle donc, on a toujours une petite catégorie qu'on appelle d'innovateurs techno-enthousiastes. Tu as des adopteurs hâtifs, tu as la majorité précoce, majorité tardive et les retardataires à la fin. J'avais un autre graphique sur lequel l'auteur a mis des chiffres, et puis toute la partie qui est à partir de ce qu'on appelle le chasme. En anglais, c'est chasme. Chasme. À droite, ça correspond à 84%, puis à gauche, environ à 16%. Selon la Statistique Canada, il y a des enquêtes qui ont été faites sur les faits. Une donnée qui indique que 83% des exploitations agricoles attendent que les innovations aient été mises à l'essai par au moins quelques autres producteurs avant d'accepter d'essayer quelque chose de nouveau. Alors, on n'est pas loin du 84% de la courbe qui est plus générique. Ça, c'est une donnée qui est très importante. Parce qu'il va toujours y avoir quelques-uns qui sont intéressés rapidement à adopter des pratiques, mais ensuite, il faut faire en sorte que ces pratiques-là soient vues, connues par les autres producteurs agricoles. Parce que du point de vue du producteur agricole, lorsqu'on arrive avec la recherche, l'extension, enfin, le transfert, si on veut, de connaissances chez le producteur, c'est un aspect qu'il doit considérer. Parce que dans sa réalité, la réalité de la réglementation par rapport au marché, tout l'aspect également des aspects économiques, microéconomiques à la ferme comme tel. Donc aussi ces valeurs qui rentrent en ligne de compte et ainsi de suite. L'autre notion, innovation ouverte, innovation fermée. Vous allez voir qu'il y a quand même une suite avec ce que j'ai dit précédemment. Lorsqu'on parle d'innovation fermée, ça rejoint beaucoup notre modèle linéaire de tantôt. C'est-à-dire que l'on a différents projets dans une organisation, différents projets de développement. Et puis, à l'intérieur de notre organisation, ça nous conduit vers du développement, puis éventuellement vers le marché, vers l'utilisateur. Mais dans ce modèle fermé, on est beaucoup centré sur nous-mêmes, sur notre propre organisation, nos propres connaissances, nos propres savoirs, nos propres ressources. Dans l'innovation ouverte, notre entonnoir est plutôt un entonnoir qui est percé d'un grand nombre de trous, dans lesquels on trouve à la fois nos connaissances, nos technologies, mais il y a aussi celles qui proviennent de d'autres organisations et qui proviennent même éventuellement des utilisateurs de connaissances qui, eux, peuvent aussi, les utilisateurs peuvent une rétroaction qui nous permet d'améliorer nos pratiques, de nous réorienter aussi. Dans l'innovation ouverte, ce qui est intéressant, c'est que même si on a une cible principale qu'on veut atteindre, on s'aperçoit en cours de processus qu'il y a toutes sortes d'autres extrants, d'autres idées, d'autres solutions qui peuvent surgir, qui vont répondre à certains besoins identifiés par des usagers. J'avais dû faire l'appareil plus tôt, peut-être plus tôt aussi. Alors, littérature, le terme innovation ouverte a été proposé par M. Chesbrough. Aucune parenté avec le Chesbrough sur YouTube. Alors, c'est un paradigme. L'innovation ouverte, c'est un paradigme qui assume que les entreprises, les organisations, non seulement peuvent, mais doivent utiliser, ou devraient utiliser des idées externes, en plus des ressources internes, comme je l'exprimais tantôt.
On a entendu parler récemment de laboratoire vivant à quelques reprises. Alors, je voulais l'aborder. Alors, le laboratoire vivant, ou Living Lab en anglais, c'est le terme qu'on entend plus souvent, c'est une approche qui est centrée sur l'usager. Comme c'est une approche d'innovation ouverte, c'est un principe important. Et qui propose tout un contexte de développement, donc une forme de laboratoire, un laboratoire qui se situe dans la réalité chez les utilisateurs, chez les producteurs, lorsqu'on parle d'agriculteurs, par exemple. Alors, il ne s'agit pas seulement d'avoir le processus linéaire de tantôt. Ici, à la fois, ce que l'on établit, bon, tout un partenariat, c'est indiqué ici, un partenariat public-privé et des gens également. Alors, je vais faire la différence entre les deux. Les partenaires et les usagers qu'on trouve ici, les chercheurs, toute l'approche qui est bien définie lorsqu'il est question de laboratoire vivant. Ensuite, il y a les technologies et puis toute la dimension de structure, de gestion du laboratoire vivant. Un aspect important dans le laboratoire vivant, c'est ce processus itératif en spirale dans lequel on part des besoins initiaux, enfin. Puis ici, je l'ai mis plus gros pour qu'on puisse le lire au moins, où il y a toujours une phase de co-design qui est à droite, l'évaluation, dans le bon sens, dans ce sens-là, dans le sens contraire. Co-design, exploration, expérimentation finale, produit, parce que c'est le dernier cycle. Ensuite, tout l'aspect d'évaluation. Dans un Living Lab, bon, ce processus-là peut se faire. Bon, ici, on en a 3 fois, mais aussi longtemps que l'outil ne répond pas aux besoins de l'usager, on va construire cette itération-là. Donc, l'idée est très importante. L'idée très importante dans le Living Lab, c'est cette idée de co-création où les problèmes sont identifiés en rassemblant les gens qui vivent les problèmes, mettons les producteurs agricoles, mais aussi les chercheurs, les développeurs, d'autres utilisateurs du territoire, par exemple. Alors, c'est ensemble que les problèmes sont définis. C'est ensemble, dans un contexte de laboratoire vivant, selon cette définition-là, ensemble, ils vont chercher à créer des solutions. C'est appelé la co-création. D'autres mots, bon, ça résume ici. Je vais relever quelques enjeux par rapport à l'Agriculture Canada. Tout d'abord, les laboratoires vivants, ça demande beaucoup de temps. C'est exigeant quand même en ressources et en temps. Parce que comme vous voyez, c'est un processus qui est itératif. Même si on considère que le laboratoire vivant nous permet d'arriver plus rapidement à un résultat utilisable, néanmoins, je pensais que ça demande du temps. Moi, je dis plutôt que, au lieu de dire que le laboratoire vivant permet d'arriver plus rapidement à un résultat utilisable, c'est plutôt que le laboratoire vivant permet effectivement d'arriver à un résultat utilisable parce que le travail se fait avec l'usager. Ensuite, ce qui est un autre problème qu'on rencontre avec le laboratoire vivant, c'est qu'il peut arriver que ce qui est nécessaire du point de vue de l'environnement pour améliorer les pratiques environnementales ne soit pas ce qui intéresse les producteurs. Dans le laboratoire vivant, c'est centré sur l'utilisateur qui est, dans notre cas, le producteur. Alors, si le producteur ne désire pas avoir une bande riveraine plus efficace, alors on ne développera pas une bande riveraine plus efficace. On va travailler sur un autre enjeu qui va l'interpeller, par exemple, améliorer la gestion du phosphore dans sa culture. Comme je mentionnais, ça requiert du temps. Puis il y a toute la question de la barrière de langage entre les scientifiques et les usagers.
Bon, j'arrive déjà à mes exemples. Combien de temps qu'il me reste? Ah bon? OK. 10 minutes? On a commencé en retard. OK, alors rapidement. L'outil de gestion de l'azote SCAN, c'est un exemple bien pratique qui a été développé par Électro-Canada, l'équipe de Nicolas Tremblay. Cet outil-là a été développé vraiment dans le contexte du continuum RDD, du processus d'innovation plutôt linéaire. Le bureau de transfert de connaissances a été associé au transfert relativement à l'outil SCAN. Ce qui a été fait au fil des ans, pendant quelques années, Nicolas Tremblay a travaillé sur la recherche de base, le développement pour développer des algorithmes pour SCAN. Il est arrivé à un point où il y avait des algorithmes, mais ce n'est pas utilisable comme tel par les conseillers des agriculteurs. Alors, il fallait développer un outil qui servait d'interface entre la connaissance et l'utilisateur. Et dans le bureau de transfert de connaissances, on s'est intéressé en particulier à l'évaluation des retombées économiques et agronomiques de SCAN. Enfin, durant les 2 dernières années, l'outil a été essayé en situation réelle chez les producteurs agricoles, ce qui a permis d'améliorer l'ergonomie. Bon, les usagers ont été impliqués. Il y a une version mobile qui a été développée également. Puis, comme c'est un outil qui a un potentiel commercial, le BP est arrivé à jouer un rôle plus important dans le commercialiser l'outil. Alors, ça démontre assez bien que ce n'est pas nécessairement divisé entre le travail du bureau de transfert sur les aspects de connaissances non commerciales et celles qui sont commerciales. Souvent, une fois que c'est développé, ça peut devenir d'intérêt commercial. C'était le cas avec le SCAN. Les parties d'algorithme, un outil commercialisable. L'importance de faire des essais en situation réelle chez les producteurs, on les trouve ici. Par exemple, dans l'année 2016, à la suite des travaux qui ont été faits sur le terrain, ça a permis de développer une version mobile pour téléphone. C'est ce que les producteurs voulaient. Ce n'est pas ce qu'on offrait, mais c'est ce qu'ils voulaient. Alors, on est allé à développer ça. D'autres fonctionnalités comme la localisation des sites par une adresse postale. Une page d'accueil a été développée, des améliorations d'interface. Et les producteurs avec les chercheurs, le personnel de transfert avec Carl, bon, on a réalisé que la texture de surface des sols qui était incluse dans l'outil comme tel ne correspondait pas nécessairement assez bien à la réalité, ça avait besoin d'être raffiné. D'où l'idée d'ajouter une analyse granulométrique dans les analyses de sol chez les producteurs de façon à améliorer la capacité de l'outil à prédire les besoins en azote. Alors, je pense que je vais conclure à ce point-ci dans ma présentation. Je n'irai pas avec l'autre partie. J'avais de l'animation. Ah, ben, oui, je sais laquelle. Je vais vous présenter une animation en particulier. C'est celle-ci. Ça, c'est le chercheur. Celle-ci, c'est une chercheuse. Chercheur qui a tout son propre vocabulaire, sa science. Notre agriculteur, d'autre part, qui lui a ses réalités, son langage à lui, l'argent, le marché, la météo, ses cultures, sa femme. Et puis, on a de l'agronome, typique ici. Alors, ici, ça parle d'un outil qu'on développe pour pouvoir rapprocher le chercheur, finalement, de pouvoir faire en sorte que le chercheur et producteur puissent se parler. Alors, pour faire ça, on va faire appel à un outil qui est la modélisation. Et puis, en fait, pour simplifier les choses, avec le temps que j'ai,
les chercheurs vont contribuer particulièrement à l'aspect de modélisation dans ce projet en question, de modélisation en appui à l'adoption des bonnes pratiques agricoles, pratiques de gestion bénéfique. Tandis que l'agriculteur va contribuer à établir des scénarios d'utilisation, d'implantation de pratiques de gestion bénéfique et de modification en culture, par exemple. Donc, ce qui va nous amener à faire en sorte que par la modélisation qu'on appelle participative, les agriculteurs, les conseillers, les gens du terrain vont être en mesure d'arriver à un langage qui est commun. C'est introduit le projet MADO en appui à l'adoption. Donc, D'accord, je vais lire pour pouvoir mieux résumer, surtout qu'on enregistre. Donc, le projet MADO, ça permet d'établir des scénarios de pratiques de gestion bénéfique, de culture, de changement climatique qui vont être établis avec les différents interlocuteurs. Les connaissances d'Agriculture Canada, les pratiques de gestion bénéfique d'Agriculture Canada vont être modélisées. Et puis, les résultats vont servir pour à aider les producteurs dans la prise de décision par rapport aux pratiques de gestion bénéfique qu'ils peuvent mettre en place par rapport à leur culture, non seulement actuellement, mais sur le plus long terme. Alors, c'est l'idée de ce projet. Donc, on va être présenté dans un prochain séminaire plus en détail. Bon, ça résume. En conclusion, lorsque le bureau de transfert de connaissances a été mis en place, on aurait bien voulu que le lendemain, il y ait plein de gens devant les bureaux pour demander des technologies. Mais la réalité n'est pas tout à fait comme ça. Alors, il est bien souhaité que le travail qui est fait en transfert de connaissances va faire en sorte qu'éventuellement, le plus grand nombre de producteurs agricoles vont pouvoir avoir accès à adopter des pratiques de gestion bénéfique et d'autres connaissances qui proviennent des chercheurs et des scientifiques. Je vous remercie pour votre attention et votre patience.